Le 5 mars 2025, un drone sophistiqué MQ-9 Reaper américain a décollé d'une base aérienne stratégique à Djibouti pour ce qui devait être une mission de reconnaissance standard au-dessus de la mer Rouge. Cependant, la mission a pris un tournant inattendu plusieurs heures après le début de son vol prévu de 27 heures. Alors qu'il opérait dans l'espace aérien international, le drone a été attaqué par les forces Houthis, qui ont lancé plusieurs missiles sur l'appareil. Malgré le déploiement de nombreux leurres défensifs, un missile a atteint sa cible, envoyant l'aéronef sans pilote de 30 millions de dollars s'écraser dans les eaux en contrebas. Cet incident n'était pas sans précédent. L'appareil abattu marquait la 12e perte de drone pour les États-Unis depuis 2023, et l'attaque est survenue peu après une tentative de frappe sur un avion de chasse F-16 avec équipage. Ces actions agressives, combinées à 174 attaques documentées contre des navires de la marine américaine et 145 agressions contre des navires commerciaux depuis 2023, ont démontré l'échec manifeste des approches stratégiques américaines actuelles. En réponse, Donald Trump a résolu de mettre en œuvre une solution décisive pour neutraliser définitivement la menace Houthi. La phase initiale de l'opération a commencé à 1h30, heure locale, avec une force dévastatrice. À 1h, heure locale, le samedi 15 mars, le personnel naval à bord de 2 destroyers américains positionnés en mer Rouge a reçu leurs ordres longtemps attendus. En 10 minutes, les membres d'équipage responsables des opérations Tomahawk avaient formulé leur stratégie pour guider leurs missiles vers le premier point de contrôle. À partir de là, les protocoles de mission classifiés dirigeraient les armes vers leur destination finale. Bien que les cibles spécifiques soient restées inconnues de l'équipage, l'enthousiasme régnait alors que la première vague de missiles était lancée depuis leurs cellules du système de lancement vertical à 1h15 locale. Voyageant à 515 000 par heure, les missiles mettraient environ 15 minutes pour atteindre leur cible à Saona. La synchronisation des séquences de lancement et les positions variées des navires ont créé un avantage inattendu que les Houthis n'avaient pas anticipé. Pour maximiser la confusion tactique et le chaos, les équipes techniques ont programmé tous les missiles Tomahawk avec une instruction spécifique: maintenir des schémas d'attente jusqu'à exactement 1h30 locale. Cette capacité sophistiquée signifiait que les missiles arrivant tôt tourneraient au-dessus de la zone cible, attendant leurs homologues avant d'exécuter une frappe synchronisée. Le plan s'est déroulé parfaitement. À exactement 1h30, plusieurs missiles Tomahawk ont frappé l'aéroport international de Sona, où les forces Houthis avaient établi des installations de stockage et de lancement pour leur arsenal de drones d'attaque Shahed. La première vague a également ciblé une installation militaire située dans un quartier résidentiel du centre de Sona. Dans la banlieue Mu de Sona, plusieurs Tomahawks ont frappé avec précision 4 centres de commandement Houthis situés dans le district de Garif. Avec les capacités de commandement et de contrôle des Houthis désormais gravement perturbées, les forces américaines ont lancé une deuxième attaque dévastatrice seulement 45 minutes plus tard. Pendant que les missiles Tomahawk étaient déployés depuis les destroyers, les chasseurs F-18 ont commencé à décoller du porte-avions USS Harry S. Truman. Leur objectif principal était de frapper la centrale électrique de Dayan, ainsi que 11 cibles stratégiques supplémentaires dans le gouvernorat de Sada. Pour cette opération critique, les F-18 étaient équipés d'armes AGM-154 Joint Standoff. Ces missiles sophistiqués, désignés comme JSOW, possèdent une portée impressionnante de 130 km et transportent de puissantes ogives de 500 livres. Ces missiles particuliers avaient été spécialement modifiés pour cette mission, étant donné que plusieurs des 11 cibles désignées dans le gouvernorat de Sada comprenaient des installations souterraines de stockage d'armes. Les JSO transportés par ces F-18 étaient équipés de bouchons pénétrants Blue Santon spécialisés. Ces équipements avancés permettaient aux bombes de pénétrer soit 20 pieds de béton armé, soit 100 pieds de terre avant la détonation. Lorsque les chasseurs ont approché le gouvernorat de Sada, ils se sont d'abord concentrés sur la centrale électrique. Cette installation cruciale fournissait l'électricité à la plupart des sous-stations dans les territoires contrôlés par les Houthis. Sa destruction a effectivement plongé le Yémen dans l'obscurité, comme prévu. À travers le pays, militaires et civils ont vu leur alimentation électrique coupée, tandis que les F-18 poursuivaient leur assaut implacable sur les cibles à travers Sada. Avec les Houthis maintenant effectivement aveugles, sourds et isolés, l'opération est entrée dans sa phase la plus intense. Plusieurs heures avant que les F-18 ne décollent du Truman et que les Tomahawks ne soient déployés depuis les destroyers, 2 bombardiers B-1 avaient quitté la base aérienne de Serlik en Turquie juste avant minuit. Ces appareils, opérant dans le cadre de la Task Force 24-2 au sein des capacités de frappe avancées de l'armée de l'air, allaient démontrer leur pleine efficacité au combat. Avec environ 1700 milles devant eux et une vitesse de croisière de 647 milles par heure, les B-1 atteindraient leur destination en un peu moins de 3 heures, parfaitement synchronisés avec la fin de la mission des F-18. Les forces Houthis, leur radar de recherche aérienne désormais désactivé,
étaient aveugles aux bombardiers qui approchaient. Chaque B-1 a déclenché une impressionnante salve de 24 missiles AGM-158 Joint Air to Surface Standoff, JASSM, et l'avantage stratégique était clair, ils maintenaient une distance sûre des défenses aériennes ennemies. Cela était particulièrement significatif, étant donné que les installations de missiles les plus sophistiquées des Houthis n'avaient qu'une portée maximale de 120 km. Les variantes à portée étendue des B-1, propulsées par de robustes moteurs turbofan Williams, disposaient d'une autonomie opérationnelle dépassant 1000 km. L'armée de l'air avait investi dans des JASSM haut de gamme, équipés de capacités de vol stationnaire avancées similaires aux missiles Tomahawk, permettant des frappes synchronisées pour un impact maximal. L'opération s'est déroulée exactement comme prévu. À 3 h du matin, heure locale, des vagues de JASSM se sont abattues sur les installations de drones des Houthis dans tout le gouvernorat d'Al-Baïda. Les BE n'ont réussi à neutraliser 8 installations, décimant efficacement le stock de drones Shahid des Houthis. Avant l'aube, la mission a continué à se dérouler. Les F-15 Strike Eagles de l'armée de l'air ont décollé de leur base au Qatar et aux Émirats arabes unis, démontrant leur impressionnante capacité de vitesse maximale de Mach 2,5. Ces chasseurs ont pris leur envol alors que les B-1 entamaient leur voyage de retour. Transportant une charge utile massive de munitions d'attaque, directe conjointe de 2000 livres, ces puissants avions ont ciblé 2 complexes d'appartements dans le gouvernorat d'Ib. Heureusement, aucun civil n'était présent lors de la frappe. Les Houthis avaient expulsé de force tous les résidents et converti les bâtiments en dépôts d'armes, supposant à tort que les forces américaines hésiteraient à cibler des structures résidentielles. Avec une précision d'horloge, les F-15 ont illuminé l'obscurité à exactement 4 h 20. Mais ce n'était que le début. Les F-18 sont retournés sur l'USS Truman pour se réapprovisionner et faire le plein, avant de redécoller avec des avions de soutien supplémentaires. À première vue, on pourrait confondre cet avion avec un F-18 standard, mais ce serait une erreur. Bien que partageant le fuselage du F-18, il s'agit en réalité de l'EA-18 Growler, un avion spécialisé dans la guerre électronique conçu pour neutraliser les systèmes de défense aérienne ennemis. Bien que généralement équipé de nacelles de brouillage pour ses missions, il transporte aujourd'hui une arme rarement déployée. Le missile anti-radiation à grande vitesse AGM-88, ou ARM, est à la hauteur de son nom intimidant tant en fonction qu'en efficacité. Ce matin, les Houthis allaient expérimenter ses capacités de première main. Ce qui distingue ce missile, c'est son mécanisme de recherche unique. Contrairement aux missiles conventionnels qui reposent sur des systèmes de recherche infrarouge ou active, cette arme cible spécifiquement les émissions radar électromagnétiques. Son capteur avancé peut détecter des fréquences allant de 0,5 à 20 GHz, le rendant parfaitement adapté pour engager les radars de recherche aérienne Houthis opérant dans la gamme de 4 à 8 GHz. Alors que les opérateurs Houthis scrutent frénétiquement le ciel en anticipant une attaque, leur activité radar crée essentiellement une balise pour les Growlers en vol. Pendant que leur système diffuse de puissants signaux de radiation à la recherche d'avions américains, ils révèlent involontairement leur position. À environ 70 000 nautiques, les Growlers lancent leurs missiles ARM. Les avions s'éloignent juste au moment où les missiles trouvent leur cible, neutralisant efficacement le réseau de défense aérienne régionale. Au moment où les Houthis pensaient avoir enduré le pire, pour citer le célèbre personnage de téléachat Billy May, mais attendez, il y a plus. Dans la mer Rouge, la marine se préparait à lancer sa 4e vague d'attaque. Sous la surface, un sous-marin d'attaque américain de classe Los Angeles se déplaçait furtivement dans les eaux. Bien qu'initialement conçus pour la guerre anti-navire, ces sous-marins ont été modifiés pour lancer des missiles Tomahawk. Ces armes polyvalentes peuvent désormais être déployées à partir des tubes lance-torpilles traditionnels et d'une douzaine de cellules de lancement vertical. Alors que la lumière du jour révélait l'étendue de la destruction, les commandants américains ont décidé d'intensifier leur réponse contre les Houthis en ciblant leur centre de commandement auxiliaire dans le gouvernorat de Damar. À 6 h 40, le sous-marin a démontré une capacité rare, en lançant plus d'une douzaine de missiles Tomahawk à travers ses tubes lance-torpilles. À 7 h 10, ces frappes de précision combinées à celles des destroyers avaient efficacement neutralisé 4 autres postes de commandement. La marine n'avait pas terminé sa démonstration de force. Un avion spécialisé était positionné à proximité, ressemblant à une version militarisée d'un Boeing 737. Le P-8 Poséidon, généralement employé pour la surveillance maritime et le suivi des navires et sous-marins, à travers de vastes étendues océaniques, s'apprêtait à démontrer l'une de ses capacités moins connues. L'arme de choix, l'AGM-84 Slammer, missile de réponse étendue d'attaque terrestre à distance. Contrairement à son homologue JSO, ce missile supersonique peut frapper des cibles jusqu'à 270 km. Bien que le Poséidon puisse engager des cibles maritimes et terrestres, les frappes terrestres sont rares. Aujourd'hui serait une exception. Vers 9 h 15, un P-8 solitaire survolant la mer Rouge
a déchaîné son arsenal Slammer. À 9h30, les multiples installations radars du gouvernorat de Hadjat avaient été réduites en débris épars. Les défenses aériennes des Houthis étant effectivement éliminées dans toute la région, les conditions étaient parfaites pour la démonstration de force culminante de la journée. Dans un déploiement significatif inédit depuis 2019, 6 bombardiers stratégiques étaient arrivés au Moyen-Orient en novembre dernier. Ces légendaires B-52, désormais stationnés au Qatar, affichent une charge utile maximale impressionnante de 70 000 livres, capable de transporter 35 bombes guidées par GPS de 2000 livres, surpassant tout autre appareil de l'inventaire américain. Malgré ses formidables capacités de frappe, cet avion vétéran, conçu avant les systèmes antiaériens modernes, montre son âge en termes de vitesse et de vulnérabilité. Cela a nécessité l'effort coordonné entre l'armée de l'air et la marine pour sécuriser l'espace aérien. Cependant, la mission prouverait que ce guerrier chevronné conservait toujours une puissance dévastatrice. À midi heure locale, les B-52 ont exécuté leur mission, larguant 70 JDAM sur les casernes militaires et les dépôts d'armes Houthis Hassana qui avaient échappé au bombardement naval précédent. Ce qui aurait pu être une opération à haut risque a été rendu routinier par le démantèlement systématique des défenses ennemies durant la matinée. Alors que les B-52 retournaient à leur base, les commandants américains célébraient l'accomplissement réussi des objectifs du premier jour. Plus de 40 objectifs avaient été éliminés sans aucune perte américaine. L'opération coordonnée avait été exécutée parfaitement, infligeant un revers significatif aux Houthis. Néanmoins, vers 18h, les systèmes de détection à bord de l'USS Shoup et du Jason Dunham ont identifié plusieurs signaux approchants, indiquant que les Houthis restaient résilients et prêts au combat. À suivre.